Elle n'avait jamais été du genre à fouiller dans le téléphone de quelqu'un. Elle n'avait jamais été suspicieuse, encore moins jalouse. Depuis 1 an qu'ils étaient ensemble, elle avait toujours respecté les silences, les absences, les messages auxquels il répondait à moitié, les soirs où il avait un appel du boulot, les week-ends qu'il prétendait passer avec ses parents à Lyon. Elle avait aimé comme on saute dans le vide, sans parachute, persuadée qu'il serait là pour amortir la chute. Elle s'appelait Juliette, et ce jour-là, elle a compris que tout ce qu'elle vivait depuis des mois n'était qu'un rôle secondaire dans une pièce où elle n'avait même pas été invitée. C'est en ouvrant son ordinateur, un samedi matin, qu'elle est tombée sur la vérité. Elle voulait juste imprimer un billet de train. Mais la session de son copain de celui qu'elle croyait être son copain, était restée ouverte. Un mail était affiché. Objet. Confirmation de salle, cérémonie du 12 juin. Elle n'a pas compris tout de suite. Son regard a glissé sur les lignes, lentement, puis plus vite. Elle a lu les mots mariage, fiancé, fleurs, robe ivoire, cocktail à 17h. Son cœur a raté un battement. Puis un deuxième. Il n'y avait pas de doute. C'était lui. Et un prénom qui lui était inconnu, Clémence. Sa fiancée. Depuis 3 mois. 3 mois. Elle a relu ça 20 fois, espérant que ce soit une erreur, une farce, un vieux mail. Mais non. La date du jour était claire, 6 mai. Et la cérémonie, prévue le 12 juin. Dans à peine 5 semaines. Juliette s'est levée lentement, la nuque raide, le souffle court. Elle a regardé autour d'elle. L'appartement était silencieux. Le leur. Du moins, elle le croyait. Elle avait même accroché une photo d'eux dans l'entrée, prise à Lisbonne en février, juste après la Saint-Valentin. Il l'avait emmenée là-bas pendant 4 jours, lui disant qu'il n'avait jamais été aussi amoureux. Il avait même pleuré, une nuit, en lui disant qu'il ne voulait plus jamais la perdre. Et maintenant elle lisait qu'il allait en épouser une autre en secret. Depuis tout ce temps, elle s'est assise sur le canapé, incapable de bouger. Tout en elle tremblait. Elle voulait crier, hurler, fracasser son téléphone. Mais à la place, elle a fait quelque chose d'étrange, elle a souri. Un sourire mince, glacial, contrôlé. Parce que soudain, une idée s'est formée dans sa tête. Une idée qui la fit se redresser, inspirer profondément, et attraper son propre ordinateur. Elle n'allait pas pleurer. Pas tout de suite. Pas avant d'avoir tout compris. Et pas avant d'avoir décidé de ce qu'elle allait faire. Elle a passé les heures suivantes à remonter les indices. Les faux déplacements professionnels. Les week-ends chez les parents. Les SMS envoyés à Vincent, son soi-disant collègue. Elle a vite compris que Vincent n'existait pas. Ou alors c'était un complice, un alibi. Elle a trouvé une page Instagram privée, celle de Clémence. Elle n'avait que 142 abonnés. Mais parmi eux, il y avait lui. Et d'autres noms qu'elle reconnaissait. Son patron. Sa sœur. Un autre ami qu'il avait présenté à Juliette, comme un célibataire endurci. Elle a demandé à une amie de lui prêter son compte pour regarder le profil. Et là, c'était clair, Clémence postait des stories depuis des semaines sur leur futur mariage. Des photos de bagues, des tableaux Pinterest, des essayages de robes. Toujours sans montrer son visage. Mais parfois, on devinait sa voix. Et parfois, très discrètement, on apercevait une silhouette d'homme dans le reflet d'un miroir. Ce n'était pas une silhouette inconnue. C'était la sienne. Celle de l'homme que Juliette embrassait la veille encore. Celui qui l'appelait mon amour chaque matin. Celui qui, il y a une semaine, lui avait dit qu'il avait envie d'avoir un enfant avec elle. Ce n'était plus du choc. C'était une tempête. Une rage froide, qui montait lentement. Elle aurait pu tout exploser. Tout lui balancer en pleine figure. L'insulter, le frapper, prévenir Clémence. Mais non. Juliette était plus intelligente que ça. Elle ne voulait pas juste le perdre. Elle voulait qu'il se perde lui-même. Elle voulait qu'il souffre sans savoir d'où le coup viendrait. Alors elle a joué. Le rôle de la petite amie amoureuse. Encore un peu. Encore quelques jours. Elle lui a préparé ses plats préférés. Lui a dit qu'il avait l'air fatigué, qu'il devrait se reposer. Elle lui a proposé un massage, une nuit à l'hôtel. Et lui, naïf, coupable mais sûr de sa supériorité masculine, a accepté, flatté. Il ne savait pas que Juliette, dans l'ombre, préparait une vengeance chirurgicale. Pas une vengeance criarde. Non. Une vengeance silencieuse. Elle a contacté Clémence. En anonyme, d'abord. Par une lettre postée à son adresse, avec quelques photos. Des photos d'eux deux. Dans leur lit à Lisbonne devant l'appartement. Avec une date imprimée. Pas de mots. Juste l'image. Puis elle a contacté la salle de mariage, sous une fausse identité. Elle a annulé la réservation, prétextant un décès dans la famille. Puis la fleuriste. Puis le traiteur. Un par un.
Elle a tout démonté. En silence. Et lui, il ne voyait rien. Trop occupé à jongler entre ces deux vies. Jusqu'au jour où il est rentré plus tôt que prévu. Et a trouvé l'appartement vide. Juste une enveloppe, sur la table à l'intérieur, une clé USB avec une vidéo, une compilation de tout. Les mensonges. Les messages. Les images de Clémence. Et à la fin, une note manuscrite. Je ne suis pas celle que tu perds. Tu es celui qui vient de tout perdre. Elle ne l'a plus jamais revu. Mais elle a su, par des amis communs, que Clémence l'avait quitté, que le mariage avait été annulé, que sa boîte avait lancé une enquête interne pour comportement inapproprié, où Juliette avait transmis quelques mails compromettants à ses supérieurs. Il a tout perdu. Lentement. Exactement comme elle l'avait prévu. Et elle est partie à Rome. Elle a recommencé à zéro. Avec ses propres règles. Et cette fois, elle n'a plus jamais laissé quelqu'un lui mentir sans conséquence. Rome était plus qu'un décor. C'était une renaissance. Juliette marchait parmi les rues anciennes comme si elle effaçait, à chaque pas, les traces de sa vie d'avant. Elle avait coupé tout contact. Changement de numéro, suppression des réseaux, déménagement discret. La seule chose qu'elle avait gardée, la vidéo qu'elle avait laissée sur la clé USB. Une pièce à conviction. Une œuvre d'art, presque. Elle n'était pas une femme brisée, elle était une femme qui avait choisi la reconstruction. Mais elle n'avait pas oublié. On n'oublie jamais un mensonge aussi profond. Ce n'est pas la douleur qui marque le plus. C'est l'humiliation. Le fait d'avoir été une ombre dans une pièce où on croyait être la lumière. Mais Juliette, désormais, ne cherchait plus la lumière. Elle était le feu. Elle avait trouvé un emploi dans une petite agence de communication, un poste simple, mais stable. Elle travaillait bien, parlait peu, et ne racontait rien de son passé. Pour les autres, elle était juste une jeune Française discrète, jolie, mais un peu distante. Jusqu'à ce qu'elle croise Matteo. Il n'avait rien d'un cliché italien. Il n'était pas flamboyant, ni bruyant. Il la regardait comme un mystère, pas comme une conquête. Et elle, d'abord méfiante, a fini par sourire à nouveau. Elle ne lui a jamais parlé de l'autre. Du fiancé ou de la trahison. Ce chapitre-là était fini. Elle l'avait écrit à sa façon. Mais elle n'avait jamais prévu que le passé viendrait frapper à sa porte. Encore moins ici, à Rome. C'est un soir de mars, presque un an après, qu'elle a vu son nom s'afficher sur un message anonyme. On m'a dit que tu étais à Rome. Je suis là aussi. Je veux te parler. Juste te parler. Elle a mis 2 heures à répondre. Non pas par peur, mais par contrôle. Elle ne voulait pas montrer qu'il avait encore une place dans sa tête. Et pourtant, il en avait une. Il était ce chapitre qu'on relit parfois en secret, pour se rappeler pourquoi on ne fait plus confiance. Elle a répondu, je te laisse 10 minutes. Pas une de plus. Et elle a choisi le lieu. Une église, vide, à 22 heures. Un lieu silencieux. Comme sa colère. Il est arrivé à l'heure. Les traits tirés. Les cheveux plus courts. Le regard plus sombre. Il a dit son prénom comme une prière, Juliette. Elle ne lui a pas souri. Elle ne l'a pas embrassé. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a juste regardé comme on regarde une chose morte. Et lui a dit, parle. Tu as 8 minutes. Il a essayé de s'expliquer. De dire qu'il était perdu. Qu'il avait eu peur. Qu'il l'aimait, mais qu'il avait fait une erreur. Qu'il avait tout détruit, mais qu'il voulait réparer. Elle a écouté. Sans rien dire. Puis, quand il a dit « Je veux te reconquérir », elle a simplement répondu « Tu n'as jamais su me conquérir. Tu m'as volé. Et tu crois que je vais redevenir cette femme naïve qui t'a cru ce soir-là, à Lisbonne. Tu te trompes. » Elle s'est levée. Elle a marché vers la sortie. Et il a tenté de la retenir par le bras. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Elle s'est retournée lentement. Et elle a chuchoté, presque tendrement. « Tu m'as sous-estimé une fois. Ne recommence jamais. » Et elle est partie. Le laissant seul. Encore. Comme il l'avait laissé, mais en pire. Car cette fois, il savait qu'elle était devenue intouchable. Intouchable parce qu'elle avait transformé la douleur en puissance. De retour chez elle, Matteo l'attendait. Il lui a demandé si tout allait bien. Elle a souri. Et pour la première fois, elle lui a pris la main, et elle a dit « oui ». Maintenant, oui. Elle ne lui racontera peut-être jamais toute l'histoire. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, ce n'est pas le passé. C'est ce qu'elle en a fait. Elle ne cherchait plus à se venger. Elle n'avait plus besoin de le haïr. Il s'était détruit tout seul. Et elle avait survécu. Mieux, elle avait grandi. Et dans ce silence-là, dans cette ville lumineuse, elle était enfin libre.